cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Nous sommes à Kinshasa, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité dans ce magazine avec Floride. Aujourd'hui, nous recevons un acteur politique en République démocratique du Congo, Jean-Thierry Mosenepo, cadre de la CCU, la Convention de Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende. Il est également président du conseil d'administration de Kabila, ancien kabiliste, notre invité aujourd'hui. Monsieur Jean-Thierry Mosenepo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Vous assumez le fait que vous soyez ancien kabiliste? J'assume d'être toujours un lumumbiste, d'être un républicain, d'être celui qui accompagne les institutions de la République et surtout de soutenir tout ce qui porte au développement de mon pays. Ça, j'assume. Mais pas kabiliste. Vous n'avez jamais été kabiliste? Le kabilisme, ça dépend. Mais en ce qui me concerne, et en ce qui concerne notre parti, nous sommes lumumbistes. Et Kabila lui-même était un lumumbiste, à ce que je sache. Mais généralement, j'ai comme l'impression que les gens ont du mal à assumer leur passé. Moi, je n'ai pas de mal à assumer le fait que mon parti politique a travaillé avec Joseph Kabila. Je n'ai jamais nié le fait que j'ai été communicateur de la majorité présidentielle. Et ensuite du FCC, ce sont là les responsabilités que j'ai eu à avoir au sein de la plateforme politique. Pendant les 2 ans que j'ai été dans cette plateforme, parce que moi j'ai commencé la politique en fin 2015, je suis devenu vice-président de la Ligue des jeunes de la CCU en novembre 2015. C'est en janvier 2016 que j'en deviens président, quand mon frère Jacques Indala a démissionné. J'ai assumé ses fonctions. Et ce sont pendant ces 2 années-là où j'ai servi et mon parti, et l'AMP, et ensuite le FCC, que j'ai été dans cette famille politique-là. Je ne peux pas nier cela. D'accord. Alors, on va revenir sur les principaux sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo, mais aussi, on va prendre certains points que vous avez évoqués lors de votre réplique, suite au discours de Joseph Kabila, puisque je vous ai suivi. Mais d'abord, dites-nous pourquoi vous, personnellement, vous avez choisi Félix Tshisekedi. Comme l'a paraphrasé d'ailleurs le président, le speaker de l'Assemblée nationale. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Vous avez choisi Tshisekedi, pourquoi? D'abord, le premier contact officiel qu'il y a eu avec le président Félix Tshisekedi, c'était en janvier 2021. Ensemble avec l'honorable Lambert Mende, nous avons été reçus. Au cours de cette rencontre-là, il nous a expliqué sa vision par rapport au pays et par rapport à l'union sacrée de la nation. Vous avez sollicité cette rencontre? Oui, nous avons sollicité cette rencontre. Sur initiative de Joseph Kabila. Parce qu'à un moment, j'ai suivi Lambert Mende dire que c'est Joseph Kabila qui vous avait demandé d'aller dans l'union sacrée. Non, il y a une nuance. Lorsqu'il y a les élections de 2018, oui, et que les résultats sortent, la majorité parlementaire était tenue par le FCC et le chef de l'État, donc l'institution présidente de la République, était tenue par Cash et l'UDPS. Une alliance. Voilà. Oui. Et donc, il a été décidé que nous puissions nous mettre ensemble pour gérer le pays. Nous, avec la majorité parlementaire à l'époque, et les autres avec l'institution présidente de la République. C'est ainsi que l'ancien patron du FCC nous a convaincus d'accompagner l'actuel président de la République. C'est ce qui a été fait.
Mais lorsque nous sollicitons de rencontrer, oui, lorsque nous sollicitons de rencontrer le président de la République, ce n'était pas par envoi de l'ancien chef de l'État, c'est puisque, initiative personnelle du parti. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y a eu dislocation de FCC Cash et qu'il y avait la naissance de l'Union Sacrée de la Nation. Donc, pour comprendre cela, il a été décidé au niveau du présidium et de l'exécutif du parti de pouvoir mener des démarches pour comprendre la quintessence de cette démarche politique. C'est ce qui a été fait. Et c'est lors de cette rencontre-là que j'ai découvert la vision du président de la République sur le Congo. Et 6 ans après, je peux vous dire que je ne me suis pas trompé d'avoir appuyé sa vision et aussi sa vision pour la grande famille politique qu'il mettait en place, l'Union Sacrée de la Nation. Alors vous avez découvert la vision, c'était quoi en grande ligne? En grande ligne, de cette vision. Principalement, c'était d'abord de donner une chance à nos enfants de parvenir à étudier gratuitement. Deuxièmement, c'était de donner le développement local à nos entités décentralisées et déconcentrées, en débutant notamment par le projet PDL 145. Parce que depuis le départ des Belges, le modèle de développement qui a été implémenté en République démocratique du Congo ne s'est basé que sur l'ancien système des colonisateurs, c'est-à-dire maintenir les corridors pour expulser les matières premières, c'est-à-dire entretenir les grandes villes, et les autres entités étaient abandonnées à leur triste sort. C'est ainsi, et au-delà de cela aussi, l'affirmation du fait que le Congo devait redevenir un pôle d'attraction sur le plan diplomatique et sur le plan des affaires étrangères. Et finalement également, donner la possibilité à ce qu'il y ait des secteurs de la vie des Congolais qui soient gérés de manière beaucoup plus proximative avec des agences et des structures qui pouvaient permettre le développement du pays. Donc, autour de ces idées forces, et surtout pour nous autres qui sommes nationalistes, nous avons vu en lui le besoin de pouvoir continuer à pérenniser cette vision qui était portée par Lumumba. Nous avons adhéré. Il n'y a rien de nouveau dans ça parce que visiblement c'est pratiquement comme les 5 chantiers et la révolution la révolution de la modernité. Si vous observez les 5 chantiers, vous allez très facilement vous rendre compte que c'était d'abord de moderniser les structures qui ont existé depuis la Deuxième République, notamment le réseau routier. C'était aussi de pouvoir embellir davantage les bâtiments qui, en partie, existaient déjà et donner la naissance à d'autres bâtiments qui pourraient advenir. Malheureusement, le projet de 5 chantiers a été arrêté pratiquement par la diminution de l'enveloppe prévue par le contrat sino-congolais qui a été rehaussé cette fois-là sous l'égide du président Félix Tshisekedi, à l'époque par le FMI. Rappelez-vous même que Dominique Strauss-Kahn est venu ici sur cette question. De 9, on est passé à 4 milliards. Et puis, la révolution de la modernité a été cassée par la guerre d'agression qu'il y a eu en 2012 avec le M23 où il fallait mobiliser les moyens pour orienter vers cette situation de sécurité du pays. Donc, ça c'est un modèle de développement. Mais maintenant, si vous observez le PDL 145 notamment, c'est tout à fait différent dans la mesure où, cette fois-là, le développement va à partir des secteurs, de nos territoires. En ce moment-là, voilà, en ce moment-là, les territoires vont avoir les possibilités d'avoir des infrastructures. Les écoles vont accompagner, mais aussi des routes, des ponts et de l'énergie via des centrales solaires et ainsi de suite. Donc tout cela, c'est des programmes qui ont permis aujourd'hui à ce que la plupart des territoires puissent devenir un peu plus modernes. Moi-même, j'ai palpé ça du doigt. Récemment, j'étais à Inongo, dans le Maïndombe. J'ai été également à Koutou et à Oshwe. J'ai pu palper cela du doigt et je me suis rendu compte que si cela est maintenu ainsi pendant les 10 prochaines années, nous allons avoir la possibilité de réduire sensiblement l'exode rural. Parce qu'aujourd'hui, nous nous plaignons de l'urbanisme sauvage à Kinshasa et dans les grandes villes comme Lubumbashi également. C'est parce que les populations, d'une part, n'ont pas la possibilité d'évacuer vers les centres de consommation ce qu'ils produisent dans les champs et dans leurs élevages. Et deuxièmement, parce que les infrastructures de l'État ne répondent pas aux besoins primaires des populations. Parce que vous allez partir, par exemple, dans certains coins, il y a de cela 5 ans,
vous trouvez des bureaux de l'administrateur de territoire qui est sous un arbre. En ce moment-là, comment il peut tenir une administration? C'est très compliqué, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors aujourd'hui, vos partenaires estiment que l'intégration de votre parti au sein de l'Union sacrée, c'est une traîtrise. D'abord, je pense que c'est une pensée de dictateur que de décider de l'avenir des gens pour dire, parce que d'abord, il faut reconnaître que c'est librement... Parce que Kabila vous a tout donné, vous, en tant que membre de la CCU. Votre président, Lambert Mende, a été aux côtés de Joseph Kabila depuis 2006-2007, 12 ans, où il ne bougeait pas à ce poste. Kabila vous a tout donné quand même. Je pense, M. Floride, qu'à ce niveau-là, il faut que les gens cessent de penser de cette manière-là. La République démocratique du Congo est un bien commun. Lorsque nous travaillons ensemble avec le président de la République, nous adhérons à sa vision et lui nous fait confiance. Il ne nous fait pas confiance parce que nous sommes des beaux garçons et des belles filles ou des belles femmes. C'est parce que nous avons quelque chose à apporter sur le plan politique, mais aussi sur le plan intellectuel pour implémenter sa vision partout où on peut fonctionner, où on peut travailler. Donc dire qu'un chef de l'État donne tout à quelqu'un, c'est comme aujourd'hui, on dirait que M. Floride Zantoto, sachez que Télé 50 vous a tout donné. Non, Télé 50 vous a donné l'opportunité de travailler, mais vous avez apporté aussi à Télé 50. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Il y a 120 millions de Congolais. On n'a pas pris tous les Congolais pour travailler avec eux. On a pris Lambert Mende, aujourd'hui on a pris Thierry Monsenepo. C'est puisque on estime que Thierry Monsenepo peut apporter quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui est le donner et le recevoir, c'est par rapport à la confiance qu'un chef de l'État vous donne pour vous confier des responsabilités. Donc dire qu'un chef de l'État, un patron d'entreprise vous donne tout, c'est une mauvaise manière de décliner la République. Aujourd'hui, je suis président de conseil d'administration de Kobil. Je peux donner des tâches de responsabilité à ceux qui travaillent sous mes ordres, mais ça ne signifie pas que je leur ai tout donné, parce qu'en contrepartie de la confiance que je leur donne, ils prestent. Et cette prestation permet à ce que je puisse aujourd'hui être un bon ou un mauvais PCA. Alors dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la loyauté? Mais attendez, la loyauté par rapport à quoi? S'il faut parler de loyauté. Par rapport à Joseph Kabila. S'il faut parler de loyauté, oui. C'est Kabila qui a trahi la loyauté de nous autres qui étions avec lui en tant que lumumbistes. À quel moment? Mais au moment où il décide d'abord de casser une union politique qui était importante pour le pays, historique même, pour la simple raison qu'il y a certains de ces lieutenants qui n'acceptaient pas dans leur subconscient que Félix Tshisekedi était le chef de l'État. Parce qu'ils ont continué à se comporter comme si la République leur appartenait. Et lorsque ce dernier, le chef de l'État, décide de mettre fin à cette récréation, lui aussi accepte de suivre ses lieutenants qui étaient en réalité dans la caprice, rien d'autre. Deuxièmement, lorsqu'il accepte de soutenir ceux qui aujourd'hui sont en train d'endeuiller le peuple congolais au travers un terrorisme affiché, une alliance avec celui qui agresse le pays, c'est lui qui n'a pas été loyal envers nous. Parce que nous sommes mis avec lui ensemble par rapport à la vision qui nous a unis. Cette vision, c'est laquelle? C'est le Congo. Cette vision, c'est laquelle? C'est la vision de Patrice Emery Lumumba. Donc, s'il faut parler de déloyauté, ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question. Parce que nous, on est toujours loyal. On sert la République. On est resté républicain. On est resté lumumbiste. Mais lorsque une majorité issue des élections organisées, qui change mécaniquement, Joseph Kabila ne pouvait pas accepter ça. Ça, c'est ce que le président Félix Tshisekedi a fait. Non, mais attendez. Pendant le premier mandat. Félix Tshisekedi n'a pas pris un bâton pour venir flageller les députés. Encore que, posez la question à la loi. Que disent nos lois? Le mandat d'un député n'est pas impératif. Vous n'allez pas aujourd'hui dire à un député élu du peuple que vous avez signé un pacte avec moi, c'est un pacte du diable. Sous des couleurs politiques. Non mais attendez, oui. Sous quelles couleurs politiques? Sous les couleurs politiques de leur parti, de leur représentation, de leur regroupement. Évidemment. Donc, dire que ces députés-là ont trahi, ou ces députés-là ont basculé, ils ont pris des décisions en âme et conscience par rapport à la liberté que la loi leur donne sur leur mandat. Un mandat n'est pas impératif, mais attendez, si ce n'est pas la démocratie, vous appellerez ça quoi alors? Parce que la démocratie, c'est quoi, effectivement?
C'est la liberté de penser et le choix politique. Donc, lorsqu'un député choisit de quitter un camp politique parce que sa vision ne corrobore plus avec ce plan, avec ce regroupement politique, pour un autre, il est libre de le faire. Il est libre de le faire. Alors, on va revenir sur les principaux déclarations que vous avez faites devant la presse à la suite du discours de Joseph Kabila, que vous avez d'ailleurs qualifié de piège. Je prends une citation qui est sortie, une déclaration qui est sortie de vous. Vous dites, monsieur Jean-Thierry Monsénépo, les larmes de la partie Est ont coulé sous Joseph Kabila, non pas comme un accident, mais comme le fruit d'un calcul politique froid et cynique. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que j'ai des questions. Bien sûr. Qu'est-ce que cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes architecte. Monsieur Floride Zantoto vous demande de lui construire une maison. Et cette maison, vous faites exprès que dans une partie de la fondation, vous puissiez laisser une fragilité dans le béton. Pour que plus tard, lorsque cette maison fera des fissures, que vous puissiez venir comme celui qui vient sauver cette maison. Ça, c'est allégorique. Alors qu'en réalité, oui, vous avez fragilisé la maison. Allégorique. Maintenant, dans les faits, c'est quoi? Oui. C'est que nous avons constaté aujourd'hui, et tout le monde est d'accord sur ce fait, que les brassages et les mixages ont été des œuvres qui ont permis à ce que une partie de notre armée soit fragilisée. Un. Vous avez compris ça? Deuxièmement. Quand vous avez compris ça? Mais attendez. Oui. Deuxièmement. Oui. Lorsqu'il y a des généraux et des responsables étrangers qui sont mis en position d'officiers de notre armée, cela a continué cette fragilisation. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Maintenant, lorsque vous me demandez, vous l'avez compris quand? Quand? Mais c'est comme Parce si... que pendant tout ce processus, mixage, brassage, s'il vous plaît, vous étiez là. Mais bien sûr. Oui. C'est comme vous si êtes aussi aujourd'hui... comptable de ça. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes en train de demander au président de Gaulle et à Winston Churchill, qui ont eu à travailler avec Staline pour régler le compte de Hitler, et qu'ensuite, ils ne se sont plus entendus pour la question de la gestion des idéologies, l'autre avec le socialisme de Karl Marx et les autres avec le capitalisme et le libéralisme, qu'ils étaient dupes. Donc, aujourd'hui, nous avons une vision qui nous permet de comprendre par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire la présence et le soutien de Joseph Kabila à l'AFCM 23, que ce qui s'était passé à l'époque, c'était des charançons qu'on a mis dans le fruit pour la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être savant pour ça. Ça veut dire que déjà à son époque, pendant ces processus de mixage, tout ça, c'était un bluff. Joseph Kabila avait des calculs. Mais comment est-ce que vous allez dire le contraire dans la mesure où ces crimes, cette situation de déstabilisation du pays profite à Joseph Kabila? Comment vous allez dire le contraire? Non, mais parce que quelqu'un... Comment vous allez dire le contraire? Parce que, Monsieur Floride, on ne peut pas, moi, aujourd'hui, je vais commettre un forfait pour que ça puisse bénéficier à Monsieur Floride Zantoto. Je vais commettre un forfait pour que ça puisse me servir moi. Donc, lorsqu'on voit la posture aujourd'hui affichée par le président Kabila, on comprend que il y a eu des actes qui, en fil d'Ariane, ont emmené à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais il fallait comprendre aujourd'hui la réaction de l'autre côté, de votre ancien partenaire, dont Joseph Kabila et sa troupe, parce que quelqu'un qui vous a précédé sur ce plateau, un kabiliste qui s'assume, a dit que vous n'aviez pas respecté les accords parce qu'il n'y avait jamais eu des élections. Pourtant, il y a eu un accord. C'est cet accord qu'on appelle l'accord à l'africaine. Oui. Il l'a dit, et je lui ai posé la question. Il dit qu'il y a des documents qui existent. Voilà. Vous savez, tout cela, c'est un peu comme la bombe H de Saddam Hussein. Tout le monde en parle, personne ne le voit, jusqu'à ce que finalement, on puisse dépouiller l'Irak et on dise, on était dans l'erreur, il n'y a jamais eu cette bombe. Si, et je vous dis aujourd'hui une vérité, s'il y avait cet accord, sachez qu'avec la posture aujourd'hui de ceux qui sont en train de soutenir les terroristes et l'armée rwandaise, on aurait brandi ces accords devant vous depuis longtemps. Mais observez depuis combien de temps est-ce qu'on vous parle de cet accord. Rappelez-vous, lorsque Corneille Nangaa décide de faire la rébellion, parce qu'on lui a arraché une mine dans la province de l'Ituri, qu'est-ce qu'il présente comme argument? Qu'il y a eu un deal politique, qu'il y a eu un accord secret.
Ensuite, j'ai suivi son interview sur France 24, avant qu'il ne puisse rejoindre au Kenya le M23 pour créer l'Alliance Fleuve Congo. Il dit qu'il n'y a jamais eu de deal politique. Il y a eu seulement un arrangement pour une pacification de passation de pouvoir. Donc ça signifie qu'à chaque fois, on crée un leurre pour toucher l'émotion des gens, mais dans le fait, sur le plan factuel, il n'y a rien. Moi, j'aime être factuel. S'il y a un accord, qu'on nous le présente, vous pensez vraiment, Monsieur Floride, que 6 ans après, s'il y avait un accord pareil, on ne vous aurait pas présenté cela? Je vais vous contredire avec les propos du président de la République lui-même. Il l'a dit. Le président de la République, au cours d'une émission, d'une interview, il se félicite de son prédécesseur, Joseph Kabila, parce qu'il a trouvé une armée structurée. Voilà le terme qu'il avait dit. L'armée a été structurée. Oui. Joseph Kabila en était l'initiateur. Oui. Aujourd'hui, dire que Joseph Kabila a fait ça, ça vous contredit? Non. Qu'est-ce que vous entendez par la structuration de l'armée? Il y a une différence et un distinguo entre la structuration et l'efficacité d'une armée. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une efficacité pour résoudre le problème de la sécurité. L'armée est structurée, mais non efficace. La structuration, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des registres, vous avez une logique dans les grades des gens, vous avez des départements de l'armée, vous avez ceux qui sont formés pour être... je ne crois pas que le président avait ça dans sa tête. Hein. Mais je pense que nous parlons français, le président parlait français également. Le président parlait français également. La structuration, aujourd'hui, vous allez dans des pays plus ou moins en voie de développement, vous trouvez les armées structurées. Mais est-ce que ces armées ont la puissance de l'armée des États-Unis? C'est différent. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'efficacité. Et l'efficacité a manqué pourquoi? L'efficacité a manqué parce que l'armée était sous-équipée. Avant, bien sûr, qu'on ait la loi sur la programmation militaire. Quand vous questionnez la loi budgétaire, depuis déjà que le budget n'était que de 2, 3, 8, 4 milliards, c'était difficile de pouvoir dégager un montant d'1 milliard pour l'armée. Deuxièmement, le renouvellement de la jeunesse au sein de l'armée. Si aujourd'hui on fait des recrutements, c'est parce que sur le papier, il y avait des régions ou des zones militaires où on vous renseigne sur papier que vous avez 10 000 hommes, mais lorsque vous partez faire le pointage, vous vous rendez compte qu'il n'y en a que 1000. Et dans ces 1000-là, vous trouvez peut-être 800 à l'âge d'aller en retraite. Donc la structuration était là, oui, mais l'efficacité, le fonctionnement, l'opérabilité n'était pas là. Donc, tout ce que vous nous avez nourri pendant tout ce temps avec Lambert Mende au sujet de l'armée était faux. Mais attendez, ce n'est pas que nous avons raconté des histoires sur l'armée. L'armée, elle a quitté une étape, c'est-à-dire l'étape d'une armée qui, au soir de la Deuxième République, était devenue une armée vampire qui ne faisait que torsionner la population, où on pouvait recruter des bandits, des hiboux, ainsi de suite. Et puis il y a eu l'époque où cette armée a commencé à être structurée. Ça a produit quelques effets, mais est-ce que ça avait éteint l'efficacité? Est-ce que maintenant, vous allez condamner ceux qui ont dit que cette armée avait été structurée, avait porté des fruits, notamment lorsqu'il fallait régler les questions de l'insécurité dans l'Est? Est-ce qu'on va dire que cette armée n'avait rien fait? Ça, c'est quand même être méchant. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 5 sur 10 n'est pas un enfant brillant, mais ce n'est pas non plus un idiot. Voilà. Alors, le combat ou le conflit armé auquel on a assisté pendant les années 2000-2013, lorsqu'on a dit que l'armée congolaise avait défait le M23, c'était du théâtre, si je comprends bien. C'est-à-dire que l'armée congolaise, avec l'appui de la brigade d'intervention, avait fait quitter le M23 de ses positions sur le territoire national. Maintenant, le fait de défaire le M23 était un processus qui devait être soutenu au regard de l'accord cadre d'Addis Abeba qui avait échelonné les actes qu'il fallait poser. Ces actes-là n'avaient malheureusement pas été posés. Ce qui fait que le M23, en quittant certes le territoire congolais et les positions qu'ils occupaient, grâce à notre armée et à la brigade d'intervention de la MONUSCO, était resté en hibernation. Et lorsqu'il a maintenant fallu les activer pour venir redéstabiliser le Congo, ils ont été réveillés par un claquement de doigts. Alors si je vous comprends bien également par rapport à votre réaction,
l'objectif de Joseph Kabila avec ce processus de mixage, de brassage, c'était ça qui a fragilisé l'armée congolaise aujourd'hui. Oui, parce qu'il fallait, comme un médecin qui n'a pas envie de faire perdre à son hôpital un patient qui paye bien, ne pas le guérir mais ne pas le tuer. Le maintenir dans un état où on donne des calmants pour les signes cliniques, mais on ne règle pas la cause de la maladie. Pour permettre que plus tard, on puisse s'en servir. Et c'est malheureusement ce qu'on constate. Alors, devant votre conscience, est-ce que Joseph Kabila est un compatriote ou Joseph Kabila est un sujet rwandais? Vous savez, au regard de tout ce que vous avez dit ici. Vous savez, parce qu'un compatriote ne le ferait pas. Vous savez, le débat, mais attendez, un compatriote ne le ferait pas. Je vais en venir. L'histoire enseigne qu'il y a toujours de ceux qui trahissent la République. Rappelez-vous du maréchal Pétain, le gouvernement de Vichy, qui a trahi la France au profit de l'Allemagne nazie. L'histoire renseigne énormément de traîtres pareils. D'autres encore en Afrique du Sud qui avaient été lapidés parce qu'ils ont trahi la cause des Noirs pour servir la cause de l'apartheid. Il y en a comme ça. Le débat sur les questions de nationalité, oui. Je n'aime pas les avoir. Pourquoi? Parce que moi, en tant que nationaliste et souverainiste, je ne juge la nationalité de quelqu'un qu'à l'aune de son dévouement pour le pays. C'est mon point de vue. Parce que vous n'allez pas aujourd'hui me dire que mon pauvre ami qui était décédé, Chaloupa, était moins congolais que Corneille Nangaa. Pour moi, Chaloupa a été un vrai Congolais. Lui, je peux l'appeler mon compatriote, mais pas Corneille Nangaa. Donc, je peux vous dire que moi, je ne juge la nationalité de quelqu'un qu'à l'aune de son dévouement pour le pays. Et c'est cela pour moi le critère principal. Alors le reste, les débats qui ont été suscités après le discours du VPM Jean-Pierre Bemba, je n'ai pas trouvé des gens Vous voulez être prudent. Je crois que ce n'est pas de la prudence. Oui. Ce n'est pas de la prudence. Mais c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, je me dis, j'ai des compatriotes aujourd'hui qui sont singapouriens, qui sont indiens, mais ce qu'ils font pour ce pays, c'est plus que la plupart de ceux qui ont une même peau que moi, qui parlent les mêmes langues. Malgré pour moi, ils sont congolais. Malgré qu'ils sont dévoués pour le pays, pour moi, ils sont congolais. Ils sont étrangers. Pour moi, ils sont congolais. Maintenant, la question sur le débat oui. de l'appartenance à une nationalité, oui. c'est des débats factuels. Oui. Moi, j'ai toujours été factuel. Lorsqu'il y a des faits, et monsieur le vice-président Jean-Pierre Bemba a été clair, il dit qu'il a des éléments en sa possession. Il dit qu'il a des résultats des enquêtes. Ce que vous n'avez pas. Non, moi je ne les ai pas. Ah, voilà pourquoi moi je ne les ai pas. Moi je ne les ai pas. Moi je ne les ai pas, donc je ne peux pas certifier. Même au niveau du nom, Kanambe, Hippolyte Kanambe. Ce que je sais, M. Floride, je vais vous le dire, c'est qu'au-delà de tout, il y a des faisceaux d'indices qui continuent après aujourd'hui 26 ans de revenir sur la question de l'appartenance à la nation congolaise de M. Joseph Kabila. Son nouvel ami, avec qui je les ai vus à Goma, mon ami aussi, parce qu'on parle avec lui, mais maintenant il n'est plus mon ami, parce qu'il est dans le camp des ennemis, l'honorable Moïse Nyarugabo. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai suivi une de ses émissions en 2014, où il dit clairement qu'il était à l'époque parsec de Mouzé. Mouzé lui a dit qu'il avait son ami avec qui ils ont bataillé dans la rébellion contre le maréchal Mobutu, qui était décédé sur le front et qu'il aurait pris ses 3 enfants pour en faire ses enfants à lui, qu'il les a adoptés comme ses propres enfants. Et que lui, Moïse Nyarugabo, Mouzé le lui a confié au soir de leur divorce politique, avant qu'ils ne puissent quitter le cabinet de Mouzé pour rejoindre la rébellion de 1998. Deuxième indice, c'est les propos du feu ministre des hydrocarbures, Moïse Moukena, ou de la Défense, je crois, qui a dit avoir bataillé durement pour trouver un patelin et un patronyme à l'ancien chef de l'État. C'est des questions. Votre conclusion alors? C'est des questions. C'est des oui. questionnements. Ma conclusion est la suivante. Oui. Aujourd'hui, nous sommes devant un dilemme. Le dilemme, c'est lequel? C'est qu'un vrai Congolais, un vrai nationaliste, ne peut pas servir la cause du Rwanda en déstabilisant son pays. Un vrai Congolais, digne fils de Lumumba, de Patrice, de Kimbangu, de Kimpavita, ne peut pas aujourd'hui
accepter ce qui se passe à Goma et à Bukavu. Donc pour moi, je me dis qu'il y a des questions que le vice-premier ministre Bemba a posées qui méritent des réponses. Et je n'ai vu aucune personne être aussi factuelle que lui en apportant des éléments clairs. Je n'ai suivi que des gens qui l'ont personnellement attaqué. Et je crois même qu'après cette interview que vous m'accordez, je serai toujours personnellement attaqué. Il a des cheveux blancs, il a un nez épaté, ainsi de suite, mais jamais sur des éléments factuels. Alors, vous avez aussi reconnu que Joseph Kabila a changé des positions parce qu'il était prévu de prendre Goma, Bukavu, vous avez cité Kisangani et le Katanga, et que suite à l'échec, aujourd'hui, on change de narratif, on parle à présent du dialogue, mais lui-même, il avait dit que s'il était véritablement derrière cette guerre, 7 mois, il aurait pris Kinshasa. Oui. Vous savez... Ça veut dire qu'il n'est pas derrière la guerre, parce que c'est un militaire, Joseph Kabila. Vous savez, Monsieur Floride, vous pouvez être militaire, mais si, en 7 mois, 6 mois, il pouvait prendre Goma, pourquoi il n'a pas terminé le M23 s'il était si fort? Pourquoi en 2012, 13, 14, il n'a pas terminé le M23 si lui, il était si fort? Vous savez, ces propos à lui, quand je l'ai entendu dire ça, ça m'a rappelé quand on était enfant. Tu vas chercher la bagarre avec un ami, finalement il te rosse et tu tombes par terre, et tu dis non, c'est parce que hier j'ai mangé beaucoup de piment. Mais Joseph Kabila a été rossé. C'est parce que hier j'ai mangé beaucoup de piment. Sur le plan diplomatique, leur histoire qui était soutenue par le Rwanda, d'ailleurs c'est le Rwanda, eux tous sont des lieutenants de Kagame. Sur le plan diplomatique, il est par terre. Non mais attendez, oui. Sur le plan diplomatique, oui. D'abord je vous explique que toute cette aventure-là, M23, AFC, ainsi de suite, c'est le Rwanda. Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Bisimwa, Willy Ngoma, tous sont des lieutenants de Kagame. Ils reçoivent leurs ordres de Kagame via James Kabarebe. C'est connu, c'est documenté. C'est documenté par qui? Mais il faut lire les experts des Nations Unies. Les experts des Nations Unies. Il faut lire les renseignements qui sont donnés. Et les experts des Nations Unies. S'il vous plaît, pourquoi selon vous, les États-Unis aujourd'hui insistent sur le fait qu'il y ait un accord entre la RDC et le Rwanda, alors que nous ne sommes pas en guerre officielle avec le Rwanda? Ça, c'est connu. Selon vous, c'est pourquoi? C'est justement. C'est parce que il y a un soutien du Rwanda. Et qui dit soutien dit quoi? Dit stratégie, dit décision. Parce que tous ces gens-là passent par où? Ils passent par le Rwanda, Kigali, puis Gisenyi, ils entrent en République démocratique du Congo. Donc c'est un secret de polichinelle. Mais le supposé soutien de Joseph Kabila à l'AFC... Supposé. Le soutien dont le président Félix Tshisekedi avait parlé, de Joseph Kabila à l'AFC, ça c'est un langage du gouvernement. Aucune organisation sous-régionale et internationale ne le montre. C'est une question. Monsieur Zantoto. Je n'affirme pas. Oui. C'est une question. Je vous donne une évidence. Allez-y. Moi, Thierry Monsenet, pour aujourd'hui, si j'arrive à Goma, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai la chance, je serai arrêté. Mais c'est... Non, s'il vous plaît. Si j'ai la chance, Monsieur Floride, si j'ai la chance, je serai arrêté. Parce que le sort qui m'y attend, et j'ai eu des menaces de leur part. C'est une zone sous occupation. Attendez, s'il vous plaît. C'est normal. Suivez ma logique. Allez-y. Si j'ai la chance, je serai arrêté. Si, dans le fait normal, parce qu'ils me l'ont promis, je serai exécuté, comme ils le font avec les autres Congolais que j'ai documenté dans un document que j'ai déposé aux Nations Unies. Donc vous ne pouvez pas aller là-bas. On va me zigouiller. Mais pourquoi? Mais maintenant, attendez, s'il vous plaît. Mais maintenant, lorsque vous voyez un ancien chef de l'État s'y mouvoir avec autant de aise, y recevoir, y consulter, y manger, y vivre, vous pensez vraiment que c'est leur ennemi? Mais la représentante spéciale des Nations Unies était là. Elle n'a pas été tuée non plus. Mais aujourd'hui, elle a circulé. Ce que vous dites, c'est comme si vous êtes en train de dire que la Croix-Rouge internationale, le Croissant Rouge qui œuvre dans la bande de Gaza, sont membres du Hamas. Mais qu'est-ce que vous dites là? Les Nations Unies ont un statut qui ne peut pas être violé, que vous soyez en zone d'occupation ou pas. Même chose avec les organisations qui découlent des Nations Unies. Donc, donner l'exemple, parce qu'ils ont une position. Donner l'exemple de Bintou Keïta, c'est comme si aujourd'hui vous traitez de membres de Hamas, le Croissant Rouge
le CICR, les Nations Unies et même la MINUSMA qui travaillent aujourd'hui dans la bande de Gaza. Donc c'est deux exemples très différents. Mais pour le cas de notre ex-chef de l'État, le soutien est patent. Et remarquez même avant, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le chef de l'État qui est patron de la plupart des services donne l'information que c'est Joseph Kabila. Deuxième indice, Joseph Kabila prend la parole pour demander aux troupes de la SADC qui sont venues soutenir son pays, entre guillemets, qui sont venus soutenir son pays, leur demander de partir. Troisième élément, il explique, pas le M23, lui, il explique la posture et la tenue de ce que fait le M23 par rapport à la République démocratique du Congo. Quatrième élément, il ne condamne en rien, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, celui qui agresse le Congo, Kagame. Cinquième élément, pas un seul mot sur tous ces Congolais qui sont tués à Bunagana, à Kishiché, à Rumangabo, à Goma, à Bukavu. Pas un mot sur ces Congolais qui sont tués. Et aujourd'hui, c'est à côté de ce meurtrier qu'il s'affiche, grand sourire. Monsieur Floride, voulez-vous que ce soit Jésus-Christ qui vienne vous dire qu'il est avec eux pour que vous puissiez croire? Mais S'il vous plaît. paradoxalement, qu'est-ce qui explique le respect qu'il a quand il va au Namibie, quand il rencontre l'ancien président sud-africain? Qu'est-ce qui explique le respect qu'on lui accorde alors que vous lui accordez le statut d'un rebelle contre un État? Oui, le même respect que le président Mobutu donnait à Savimbi. Le même respect que John Garang avait lorsqu'il partait en Éthiopie. Que voulez-vous? Le monde est ainsi fait. Alors, au stade actuel, vous ne voulez plus négocier avec Joseph Kabila? Mais écoutez, le président de la République a été clair. Il y a des processus pour les groupes armés. Il y a des processus pour les Congolais égarés. Il y a Doha, il y a Luanda, il y a tout ce mécanisme-là qui a été mis en place par les organisations de l'Union africaine ou même les organisations sous-régionales. Il y a maintenant le patron de l'affaire, Kigali, avec qui on négocie aux États-Unis. Vous avez suivi hier les paraphes qui ont été portés sur le document de l'accord. Kigali est aussi patron de Joseph Kabila. Mais oui, mais attendez. Qui est le patron de tout ce qui se passe dans l'Est de notre pays? Mais c'est Kagame. Mais c'est Kagame. Le patron de la fièvre, le patron des maux de tête, le patron des vomissements, c'est le paludisme. Vous n'allez pas dire que la fièvre vient par lui-même. C'est une réaction du corps. Alors, il faudrait aussi, j'estime pour ma part, que vous avez le droit de demander au peuple congolais aussi des excuses du fait de l'histoire de Kagame dans l'Est de la République démocratique du Congo et de tous ces morts, qu'il ait été honoré dans un stade. Ça aussi, il faut des excuses publiques. Parce que ça a été une erreur de l'histoire, de votre parcours. Monsieur Floride, j'ai toujours lu vos posts sur votre Facebook. Et j'ai compris par là que vous êtes un grand chrétien, un croyant de Dieu. Vous allez donc vraiment demander à Jésus de s'excuser auprès des 11 autres apôtres pour la trahison de Judas? Mais attendez, Judas trahit Jésus, il faut condamner Judas. Félix Tshisekedi a dit qu'il fallait travailler pour le développement de l'Afrique. Quelque part. Moi, je vous ai posé... Tu oublies, ou vous oubliez qu'ils ont mangé ensemble, le dernier repas. Oui, Qui a invité Judas à tromper son pain avec lui? C'est Jésus. Donc il ne faut pas aujourd'hui condamner Jésus d'avoir fait confiance à Judas. Donc ne venez pas ici condamner le président Félix. Condamnez Judas Iscariote. Mais Jésus connaissait les pensées de Judas. Félix ne connaissait pas les pensées de Kagame. Non, attendez. Il pensait le changer. Mais non, pas de le changer. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas que la plupart des nations qui ont été en contradiction sont aujourd'hui main dans la main pour des intérêts de développement? Donc dire à un moment que les écueils qui nous dérangent peuvent être écartés pour que nous puissions travailler ensemble pour le développement de nos pays respectifs, ce n'est pas mauvais. Alors, faites ça avec Kabila aussi. Ce n'est pas mauvais. Prenez la même direction avec Kabila. Mais je viens de vous le dire. Et les autres. Je viens de vous le dire. Mais la condition, c'est quoi? C'est la repentance. Même si vous allez demander pardon à Dieu,
Mais il faut une repentance. Mais lorsque vous continuez à persévérer dans le mal, c'est diabolique. Lorsque vous continuez à croire que ce que vous faites, c'est bien, chaque jour, Floride, chaque jour que le soleil se lève, vos compatriotes, nos compatriotes à nous deux sont tués. Et pourquoi ils sont tués? Parce qu'il faut créer la peur et la terreur pour que les populations s'en aillent, pour créer un remplacement de population afin de pouvoir créer ou concrétiser ce projet de balkanisation. Alors, mais pourquoi vous ne partagez pas l'avis des prêtres catholiques de la Synco sur le pacte social? Qu'est-ce que vous y voyez de faux dans cette démarche? Personnellement, ça je vous parle en tant qu'analyste, j'ai reproché dès le début aux prêtres une chose. Laquelle? De vouloir évoluer parallèlement aux structures de l'État. Ça ne se fait pas, ça ne se fait nulle part. Vous ne pouvez pas commencer à poser des actes sur le plan diplomatique, sur le plan international, sans un accompagnement des institutions de la République. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Ils lui ont expliqué ce qu'il fallait faire. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé des rencontres, des propos qui étaient en train de mettre en mal la diplomatie agissante du gouvernement. Un exemple. Ça ne se fait pas. Un exemple. Je vous donne un exemple simple. Oui. Lorsque Monseigneur Outembi dit que dans ce que nous sommes en train de faire, nous avons aussi bénéficié du soutien de M. Paul Kagame. C'était à un moment... Je crois que vous avez confondu les choses. C'était à un moment... Oui, bien sûr. Tout simplement parce qu'ils étaient Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de son interview avec votre confrère Stanis Boujakira aux États-Unis. Je connais ce qu'il a été clair. Il a dit, parce que le journaliste Stanis lui a demandé, mais on se demande d'où vous viennent les moyens qui vous permettent de vous déployer autant. Sa réponse, nous avons des soutiens de certains chefs d'État, de certaines structures. Le journaliste relance. Comme quel pays? Il a cité le Rwanda. Comment est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui à un Ukrainien qu'un évêque de Kiev dise non, un évêque de Kiev dise qu'il est en train de faire des voyages avec le soutien de Poutine? Ce sont des pasteurs. Ou comment est-ce que, des hommes de paix. s'il vous plaît, comment est-ce que vous allez expliquer à un évêque de Saint-Pétersbourg qu'il fait des voyages avec le soutien de Zelensky? La population va le lapider. Donc à cause de ça, toute la démarche, elle est fausse? Non. Personne n'a dit que toute la démarche est fausse. Mais moi, personnellement, j'ai demandé lors d'une sortie de presse aux prêtres de clarifier ce qu'ils veulent. Parce qu'au-delà de ça, je ne suis pas le seul à me poser ces questions. Vous avez suivi le VPM Jean-Pierre Bemba, qui a dit avoir des éléments sonores. Non, s'il vous plaît, c'est un Congolais. Il fait partie du gouvernement. Si vous commencez à juger les gens, ce qu'ils disent pour le pays à l'aune de leur posture, vous allez avoir un débat biaisé. Allez-y. Jean-Pierre Bemba dit qu'il a l'audio du cardinal qui a réuni les jeunes, où il a dit « Nous sommes en train de faire tout ça pour donner une sortie au président de la République. » Mais dans un contexte démocratique, comment vous, l'Église, une ASBEL, vous allez donner une sortie au président de la République alors que les textes et lois du pays définissent comment on sort ou on entre dans un pouvoir? Donc, je ne suis pas le seul à être dans une posture où on demande aux prélats de clarifier finalement leur vision. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes en droit de le demander. Non, mais je crois que cette position, c'est par rapport au passé politique de ce pays. Ils savent comment les présidents ne veulent pas quitter le pays. Et ils voulaient peut-être dire que il faut que le président quitte dignement le pays. Il n'y a pas de mal à ça. Non, monsieur Floride, nous avons entendu ce qui a été repris en français. Oui, et surtout qu'il n'y a pas de preuves. Donc, lorsque vous commencez, non, monsieur Jean-Pierre Bemba a dit qu'il a des preuves, il a des éléments. Lorsque vous commencez à analyser et à dire que non, il voulait penser cela, là vous entrez dans l'esprit de la lettre. Mais nous sommes dans la lettre, nous sommes factuels. Et dans la lettre, on se rend compte que dans les faits, cette démarche est ambiguë par rapport à ce que je viens de vous détailler. Monsieur Jean-Thierry Monsenepo, quand est-ce que les zones occupées seront reprises par le gouvernement? Aujourd'hui, vous savez que la République démocratique du Congo est très regardante des accords et des institutions qui régissent les Nations Unies et l'Union africaine. Au niveau de la SADC, au niveau de la CEAC,
Au niveau des Nations Unies, au Conseil de sécurité, on a dit l'arrêt des hostilités pour donner une chance aux discussions directes. Et c'est en train d'être fait au niveau de Doha, avec notamment le M23 AFC et avec leur patron, le Rwanda, au niveau des États-Unis, où un accord va être signé. Donc, ça signifie que si la République peut récupérer ces zones prises de force et sous le sang par les terroristes, peuvent le récupérer sans qu'il y ait d'autres Congolais qui puissent mourir au travers ces processus, cela n'est que bienvenu. Mais l'option militaire est écartée pour l'instant en raison des approches diplomatiques. Et non en raison des faiblesses constatées au sein de l'armée. Ah mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est en raison des appels qu'il y a eu au niveau des instances où nous-mêmes, RDC, nous avons signé des actes où nous acceptons d'observer la fin des hostilités. Alors ce matin, nous avons vu un projet d'accord entre la RDC et le Rwanda être signé avec quelques délégués de l'administration Trump. Oui. Et ce document a été paraphé. Est-ce que le contenu de ce document est vrai, à votre avis? Ce que nous voyons circuler sur les nets. Ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours eu l'habitude, moi, d'attendre les communications du gouvernement. Nous avons un porte-parole très efficace en la personne de Patrick Mouyaya. Nous allons attendre que lui nous communique ou que le bureau du chef de l'État fasse de même. Donc pour l'instant, on ne peut pas commenter cela parce que vous n'avez pas de précision. Non. Monsieur Jean-Thierry Mossenepo, nous avons fini cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes cadre de la CCU, la Convention de Congolais Unis, président du conseil d'administration de Kebil, un proche collaborateur de Lambert Mende. Merci d'avoir été de nôtre. Un dernier mot. C'est à moi de vous remercier. On a tout dit. Merci. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt et avec le même plaisir. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Chopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.